Aujourd'hui, on va parler d'un rôle qui peut sembler intimidant, mais qui est en réalité un des plus gros kiffs du JDR, être maître du jeu. Pas le MJ qui lit ses pages en mode GPS et qui force tout le monde à suivre l'itinéraire prévu. Celui qui plonge ses joueurs dans un monde vivant, qui les laisse tout chambouler, qui improvise quand il décide de parler au PNJ random du fond de la taverne et qui transforme chaque partie en souvenir épique. En tout cas, ça, c'est le but à atteindre. On va parler immersion, narration et surtout comment donner aux joueurs le pouvoir de vraiment influencer l'histoire. Alors attrape ton écran de MJ parce qu'on attaque tout de suite. Salut, moi c'est Chablabla, passionnée de JDR et dealeuse officielle de Fumble Critique. Si toi aussi tu veux progresser dans ta pratique du jeu de rôle, reste pour la suite. Bienvenue dans En Rôle Libre. Aujourd'hui, on attaque une grande question. Qu'est-ce qu'un bon maître du jeu ? Spoiler, il n'y a pas de réponse unique. Pas de fiche de perso universelle du parfait MJ, chaque table a ses envies, ses besoins, son ambiance. Et c'est ça qui rend le JDR aussi magique. Dans cet épisode, je ne vais pas te donner une recette toute faite, mais plutôt partager ma vision, ce que j'appelle mes piliers de MJ à moi, vous inviter à trouver les vôtres. Et ensuite, vous donner quelques conseils qui sont évidemment adaptés à ma façon de mener, mais qui peut-être pourront nourrir aussi votre pratique. Alors sachant que je pense que l'activité de meneur est un rôle où on apprend constamment, où on évolue constamment et où on expérimente régulièrement pour toujours être le plus proche de ce dont on a envie autour de la table. Tout d'abord, pour essayer de classer au moins un petit peu les MJ dans plusieurs catégories, même si je pense qu'il en existe en fait autant qu'il existe de MJ, on va pouvoir un peu quand même séparer les simulationnistes, les chasseurs de ludisme et les narrativistes. Je pense qu'en vérité, chaque pratique, chaque MJ est un petit peu des trois, simplement à des dosages différents. Donc on va avoir le ludique qui va vraiment se concentrer sur les systèmes de jeu, qui va aimer le côté un petit peu jeu de figurines avec beaucoup de règles, beaucoup de choses à mettre en place notamment pendant les combats, d'action, de compétences, de réaction. On est presque un peu sur du jeu de plateau. On va en avoir qui vont plutôt être axés sur le simulationniste, le proche de la réalité, qui veut absolument que ce soit le reflet de ce qui est réellement possible. Tu ne peux pas voler. Oui, d'accord, peut-être que tu es Superman. Eh ben non, parce que dans notre monde, voler, ça n'existe pas. Voilà, il y a les simulationnistes, et puis enfin, il y a les narrativistes qui vont être très proches de l'histoire, pour qui finalement la narration a énormément d'importance, plus que les règles, plus que le côté simulationniste. Ils sont là pour le frisson, l'épique et l'aventure. Je pense que vous l'avez compris, mais je fais clairement partie de cette dernière catégorie. Alors, on est d'accord que c'est un mélange des trois. Oui, je suis plutôt narrativiste dans le sens où j'aime avoir une histoire. L'histoire est au cœur de tout, que ce soit celle des personnages ou celle qu'ils écrivent ensemble ou celle qui se passe un peu cachée derrière les actions des PJ et ce qui se passe dans le monde en dehors de leur vue mais qui influence l'univers et le monde. Oui, cette histoire-là. Mais j'apprécie aussi le côté un petit peu ludique de l'expérience, jeter les dés, ce côté un peu d'aléatoire, mais ça dépend évidemment du moment et de ce qu'on veut faire jouer, puisque encore une fois, il m'est arrivé de faire jouer des one-shots où je ne fais pas de lancer de dés, il n'y a pas de système de jeu en soi, ça reste du JDR, mais là on est purement sur un truc narrativiste. Donc l'idée, c'est je pense que chacun a un peu un mélange des trois, mais on va quand même pouvoir diviser globalement tous les MJ et les tables avec ces trois objectifs, ces trois définitions. Et donc on va voir si on penche plus ou moins d'un côté. Le meilleur meneur, de toute façon, c'est celui qui correspond à sa table de jeu, ça on le dira jamais assez. Sachez simplement que moi, ici, privilégiant l'immersion et l'impact des joueurs sur le monde, mes conseils vont probablement aller dans ce sens et ne seront pas forcément applicables sur toutes les tables de jeu. Ce que je vous suggère d'abord de faire, c'est peut-être réfléchir à ce qui est important pour vous en tant que maître du jeu. Je sais qu'il y a
en moi ce que j'appelle des piliers de maîtrise. Ce sont les 4 piliers, les 4 règles auxquelles je ne dérogerai jamais. Ce sont les éléments extrêmement importants de ma maîtrise et ce sont eux qui vont guider ma façon de maîtriser et ma création de scénario et vraiment ma façon de mener en général. Des choses qui sont importantes pour moi, je l'espère pour ma table, mais en tout cas c'est quelque chose de très personnel. Si c'est un exercice que vous n'avez jamais fait, je vous invite à peut-être poser vos 3 ou 4 piliers, ces choses qui sont importantes pour vous lorsque vous menez. Des exemples. Pour moi, je pense que le plus important, c'est ne pas sentir les limites de l'univers. Je veux que mes personnages joueurs ne sentent jamais les limites de l'univers. J'ai beaucoup de mal avec cette sensation jeu vidéo. Vous voyez, vous passez dans une rue, et là le MJ n'avait pas prévu que vous alliez dans cette rue-là, ou même que vous alliez dans le village d'à côté, et là il vous dit non, c'est pas possible. Ou il trouve un moyen extrêmement artificiel de vous faire faire demi-tour. Eh bien, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je veux que mes joueurs aient l'impression que le monde soit infini. Et même si j'y ai pas pensé, même si c'est vrai, j'avais pas du tout envisagé qu'ils aillent dans le village d'à côté. Eh bien, il va falloir broder, il va falloir rebondir. Alors je me mets un peu la pression avec ça, mais c'est quelque chose qui chez moi est extrêmement important. Donc c'est quelque chose sur lequel je refuse de rogner. Les jeux vidéo et le JDR n'ont rien à voir, c'est pas le même plaisir. Et tout l'intérêt du jeu de rôle pour moi, c'est cette impression de pouvoir tout faire. Mais il faut pas que ce soit qu'une impression. Voilà, pilier numéro 1, ne pas sentir les limites de l'univers. Pilier numéro 2, toujours surprendre mes joueurs. Alors parfois ça veut dire ne pas les surprendre, parce que j'ai tendance à construire aussi un petit peu mes histoires avec souvent des twists finaux, et parfois pour les surprendre, il faut savoir ne pas les surprendre. Mais enfin bref, je veux que mes joueurs soient toujours surpris, qu'ils ne soient pas blasés de ce que je propose parce qu'ils ont l'habitude, donc pour ça il va y avoir des techniques qu'on va pouvoir mettre en place, mais en tout cas je ne veux pas que mes joueurs s'ennuient. Donc amuser les joueurs, leur apporter quelque chose, les surprendre, ça c'est mon pilier numéro 2. Pilier numéro 3, tout mettre en place pour faire en sorte que mes personnages joueurs aient un impact sur l'histoire. Que ce soit via des dilemmes moraux, un impact à court ou à long terme, je veux que mes joueurs aient un vrai impact. Si c'est artificiel, ça m'intéresse pas, en fait, pas tant que ça. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose de personnel. Et puis, là, je globalise, mais il y a des jeux où je vais faire des one-shots sur un truc très pulp. Bon, là, on s'en fout un peu des dilemmes moraux. Mais je pense que ça n'exclut pas complètement d'avoir un impact sur l'univers, sur la communauté dans laquelle ils sont, sur un PNJ qui est sauvé ou qui est condamné. Il faut vraiment que les PJ aient un impact, parce que s'ils n'ont pas d'impact, à ce moment-là, pourquoi jouer ? Donc ça, c'est mon 3e pilier. Et enfin, le 4e pilier, l'immersion. J'aime que mes joueurs soient vraiment investis dans l'histoire et dans l'univers. Et pour ça, c'est à moi d'apporter les clés, de peut-être leur poser un décor, une ambiance, des descriptions, d'essayer au maximum d'incarner mes PNJ. Mon idée en tant que MJ, avec ce 4e pilier, c'est de favoriser cette immersion en la facilitant. Et ensuite, conserver cette immersion, vraiment les plonger pour qu'ils aient un moment une bulle hors du temps. Voilà mes 4 piliers. Maintenant, c'est intéressant de savoir lesquels sont les vôtres. Est-ce que ce sont les mêmes que les miens ? Ou peut-être 2 d'entre eux et pas les autres ? Mais maintenant, on va pouvoir passer à la suite, un petit peu les conseils pratiques pour être un bon MJ, pour ma part en respectant globalement ces piliers ou en tout cas ma philosophie de meneuse de jeu. Premier conseil, favoriser l'immersion. Un bon MJ, c'est d'abord quelqu'un qui plonge ses joueurs dans l'histoire. Pour ça, il existe de nombreux outils, que ce soit la musique pour poser une ambiance, les descriptions pour peindre des images mentales, ou encore l'incarnation des PNJ pour donner de la vie au monde. En fait, ça va dépendre de chacun, mais surtout concentrez-vous sur ce qui vous plaît et ce que vous êtes capable de faire sans vous épuiser. Personnellement, je zappe très souvent la musique pour rester focus sur la narration et sur ma réactivité aux actions des joueurs. C'est ce qui est le plus facile pour moi, c'est ce que je souhaite prioriser. Donc la musique en général n'est là qu'en toile de fond, mais c'est vrai que je ne passe pas un temps infini à les choisir. Elle n'a pas beaucoup d'importance pour moi en général. Je vous parle en général parce que il m'est arrivé de faire des parties
dont le but était purement immersif, par exemple sans système de jeu, et là je vais passer beaucoup plus de temps à peaufiner les musiques, etc. Mais sinon, en général, l'immersion, je vais la construire avec la narration, avec l'incarnation des PNJ, également en faisant bouger le monde autour des joueurs, donc grâce aux factions, à leurs actions, aux actions des PNJ, aux réactions du monde autour des joueurs. Et c'est ce qui va normalement créer l'immersion. On a tous connu ces moments où on vient de rentrer en partie et les quelques premières minutes, parfois c'est un petit peu dur de se remettre tout de suite dans la peau de son personnage. Donc là, le MJ est censé faciliter, aider le joueur à s'imprégner du monde et à rentrer dans cette petite bulle hors du temps. Second conseil pour un bon MJ, savoir assouplir les règles. Un bon maître du jeu ne doit pas être esclave du système. Il faut que vous vous fassiez confiance parfois pour arbitrer, parce que si une règle casse le rythme ou bloque une action, décider permet d'avancer. Et de toute façon, au pire, si vous avez un doute, vérifiez après la partie. L'objectif, c'est que la partie reste fluide et vivante. Les règles sont censées vous y aider. Les règles sont censées aider à l'immersion, aider au côté ludique, aider à construire l'histoire. Si les règles deviennent un frein, à un moment, il faut savoir les laisser de côté, les trancher et puis s'en affranchir. Pour moi, un bon MJ n'est pas prisonnier des règles, pas prisonnier du système. Le système est une aide et si c'est pas le cas, c'est le MJ qui tranche. Je préfère un MJ qui va mettre de côté une règle et puis aller suivre l'action et la mettre en valeur en tranchant, en arbitrant sans appliquer une règle à proprement parler, que quelqu'un qui va peut-être aller chercher dans le livre, appliquer purement et simplement, alors que peut-être là, à l'instant T, l'action demandait du lâcher-prise au niveau des règles, ça aurait été l'occasion de faire quelque chose d'épique, etc. Il faut que le MJ perçoive ça et qu'il arrive à se libérer à ce moment-là des règles pour servir l'histoire, servir l'action, servir la table, en fait. Autre conseil qui tient surtout du rôle du MJ, construire le suspense et gérer le rythme. C'est le rôle du maître du jeu. C'est aussi d'accrocher vos joueurs, créer de la tension, faire monter la sauce. Si vous sentez que la table s'endort, faites surgir un événement, un PNJ, une explosion, quelque chose qui relance l'action. Soyez garant du rythme, sans écraser le roleplay utile, mais c'est vrai que si vos PJ sont en train de discuter depuis 10 minutes et que vous voyez que ça tourne en rond et que c'est pas un roleplay très intéressant, faites intervenir quelque chose. C'est vous le garant du rythme. C'est vous qui avez toutes les clés en main pour vous assurer de construire un petit peu le suspense, de créer cette tension, cette montée un peu en puissance. Donc faites la différence entre les scènes qui enrichissent l'histoire et celles où tout le monde tourne en rond et n'hésitez pas à utiliser des outils dans votre boîte à MJ, des idées, de faire intervenir un événement inattendu pour un peu secouer tout ça parfois. Au contraire, quand je dis gérer le rythme, c'est aussi parfois ne pas tout de suite relancer après l'intervention d'un joueur et se taire. Et ça, je l'ai appris grâce à un maître du jeu d'un actual play. Alors, je ne sais pas si c'est anglais ou américain, je ne me souviens plus du nom. Mais je me souviens qu'un de ces joueurs en interview avait dit qu'un des outils les plus percutants de ce maître du jeu était qu'il gardait beaucoup le silence. Et que du coup, pour combler, les joueurs parlaient et en fait, ça déclenchait des moments de RP et ça pouvait construire des scènes incroyables qui n'auraient pas eu lieu. Donc parfois, se taire, quand on sent qu'il peut y avoir un potentiel dans une scène, et laisser les PJ remplir le moment et créer parfois des scènes de roleplay incroyables. Donc voilà, c'est vous le chef d'orchestre, c'est vous qui allez gérer le rythme, et c'est vous qui allez pouvoir un petit peu savoir quelle scène est à favoriser,
quelle scène est un peu longue, s'éternise, n'apporte pas grand-chose, et dans ce cas, passez à autre chose. Vous connaissez l'histoire, donc vous savez ce qui est le mieux pour la table. En parlant de ce qui est bon pour la table, on passe au conseil suivant. Faire briller ses joueurs. Un bon maître du jeu n'est pas l'ennemi des joueurs, il est leur complice, il est leur assistant. Mettez des obstacles sur leur route, mais pour les faire briller. L'idée, c'est de donner à chacun son moment de gloire, une scène pensée pour son personnage et ses compétences. Donc ça, c'est un travail qui peut être fait un peu en amont, d'imaginer, une fois que vous connaissez vos personnages, comment arriver à mettre en valeur tel ou tel personnage. Tiens, tel personnage, c'est un voleur, et ben on va lui mettre un moment où il va devoir crocheter une porte. Moi, je vous donne des exemples basiques, mais vous voyez l'idée. Et aussi, il y a l'instant T, c'est-à-dire récompenser les bonnes idées, quitte à assouplir les règles, parce que vous voyez que ça va être un moment qui peut vraiment faire briller le personnage, qui peut vraiment le mettre en avant, et là on se dit « Wow, ça c'est un héros, ça c'est un personnage que j'aurais aimé voir dans un film ». Là c'est à vous, sur le moment, de vraiment le mettre en avant, de trouver un moyen, quitte à, encore une fois, assouplir un peu les règles, à l'aider, à valider des choses où vous seriez dit normalement ça mérite un lancer, mais là je t'en fais pas faire, parce que ce que tu fais c'est incroyable, et on lui offre ce moment. Mais pour les faire briller, il faut aussi leur offrir de vrais challenges. Parce que sinon, où est la satisfaction d'avoir gagné quelque chose? Où est la sensation d'avoir vraiment accompli quoi que ce soit? Le maître du jeu doit proposer des challenges qui soient bien dosés, c'est-à-dire assez durs pour qu'il y ait un sentiment d'accomplissement, et en même temps que ça fasse briller les joueurs et que ce ne soit pas du pur sadisme. Il peut y avoir un risque. Ça m'est arrivé de tuer des joueurs, mais c'était pas dans le but de sadisme, mais toujours dans le but de servir l'histoire. Et que quand le joueur ressort de la scène, ils se disent « Wow, là on a fait un truc. Wow, là on a vraiment résolu quelque chose. » C'est ça en fait. Offrez-leur en fait de vraies résolutions d'histoire. Donc ça, c'est un petit peu la continuité de faire briller ces joueurs, et en même temps, c'est juste que ça m'y fait penser. Pour éviter la frustration, il faut régulièrement offrir de vraies résolutions, de vrais sentiments d'accomplissement à ces joueurs. Résoudre des arcs narratifs, résoudre des histoires régulièrement, et éviter d'en laisser en plan avec seulement un tiers des réponses. Et sans transition, on passe au conseil suivant. Écoutez ses joueurs. Et oui, un bon maître du jeu, il est aussi à l'écoute. Essayez de repérer ce qui passionne réellement vos joueurs et d'intégrer ces éléments à la campagne. En fait, vos personnages joueurs et vos joueurs vont dire énormément de choses à table et ils vont pas se rendre compte du nombre d'informations qu'ils vont vous donner. Et vous, en tant que MJ, alors je sais que c'est pas toujours facile parce qu'on est concentré sur l'histoire, on va être concentré sur la narration, sur les règles, sur 1 million de choses en même temps. Mais essayez de prêter une oreille attentive à vos joueurs, et puis d'avoir un petit peu cette psychologie de repérer et de dire « Ah, ça les intéresse ». Mais ça peut être intéressant de le rajouter, de l'intégrer à la campagne. Mais écouter ces joueurs, ce n'est pas que ça. Ça peut être aussi faire un peu d'émergence, c'est-à-dire un joueur va parler de quelque chose de son passé, etc. Mais en fait, intégrez-le, c'est super. Peut-être que vous n'avez jamais eu cette idée et qu'elle est incroyable. Eh bien, n'hésitez pas à la garder, quitte même à dire à vos joueurs, oui, bien sûr, je l'avais pensé depuis le début. Voilà, ils n'y ont pas forcément fouillé, mais vos joueurs sont remplis de bonnes idées que parfois, nous, maîtres du jeu, trop occupés, n'avons pas. Donc, n'hésitez pas à aller écouter, piocher dedans. Maintenant, quand je dis écouter les joueurs, je veux dire aussi écoutez-les dans le sens écoutez leurs décisions. Laissez-les libres de faire des choix. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc écoutez réellement les choix de vos joueurs et prenez-les en compte. En fait, on déborde un petit peu sur la partie suivante, mais ne prévoyez pas tout scène par scène. Quand vous préparez votre session, il y en a qui vont dire préparer un scénario, mais je trouve ça presque un peu rigide. Je l'utilise aussi, mais en fait, c'est pas un scénario dans le sens où il n'y a pas de découpage scène par scène. Je vais créer un cadre et il faut laisser de la place à leurs décisions et à leur impact. D'ailleurs, c'est l'élément suivant. C'est le conseil suivant, donnez de vrais choix à vos joueurs. Stop au troll quantique à outrance.
Alors je pense que certains d'entre vous seront familiers avec cette idée de troll quantique. C'est l'idée que si vous avez un couloir à droite, un couloir à gauche et que vous dites à vos joueurs dans quelle direction vous allez, eh bien en fait, peu importe la direction qu'ils vont prendre, vous savez qu'ils vont tomber sur le troll. Le troll, il sera à l'endroit que les joueurs vont prendre et il ne sera pas soit à droite, soit à gauche de manière définie, mais vous allez vous débrouiller pour qu'ils se retrouvent toujours sur leur route. Le troll quantique, c'est finalement cette illusion du choix. Ces choix qui reviennent toujours au même résultat. Quand je parle de troll quantique, j'imagine, je sais qu'on l'utilise tous. Je sais bien, c'est pratique, ça peut apporter vraiment des choses narrativement parlant, cette illusion du choix. Mais quand je dis ne pas l'utiliser à outrance, c'est qu'à un moment, s'il n'y a plus que l'illusion du choix, toujours, eh bien il n'y a plus de choix, tout simplement. Et s'il n'y a plus de choix, eh bien est-ce que c'est vraiment du jeu de rôle ? Où est l'impact des joueurs ? Donc offrez-leur des vrais choix. Des choix qui laissent une trace dans le monde, des choix importants, en plus pas juste ce que vous avez envie de manger à la taverne. Les dilemmes moraux, par exemple, sont un très bon conseil pour ça. Mais des dilemmes moraux quand c'est bien fait, c'est-à-dire il ne doit pas y avoir de bonnes réponses. Il faut qu'elles soient toutes les deux mauvaises, par exemple. Parce que vous-même, vous n'avez pas la réponse. C'est en leur mettant des vrais choix comme ça, des vrais dilemmes, que vos joueurs vont s'impliquer encore plus, et vous aussi. Vous allez être curieux, mais qu'est-ce qu'ils vont bien faire ? Puisque ça m'est arrivé de faire des dilemmes moraux où, moi-même, je n'avais aucune idée de, à leur place, ce que j'aurais choisi. Et c'est là où c'est intéressant narrativement parlant, et c'est là où moi ça pique ma curiosité et que j'ai l'impression d'être devant un film. Donc leur donner des vrais choix et appliquer les conséquences de ces choix. Si la conséquence, c'est un impact sur le monde, c'est super, on va jouer les conséquences de ce choix, mais ça peut être plus subtil. Ça peut être un choix moral difficile, et puis peut-être aller chercher un personnage à ce moment-là, un peu le titiller, en lui disant « Mais qu'est-ce que ça fait à ton personnage d'avoir fait ce choix-là ? Ok, ça a peut-être condamné des gens. Comment tu le vis, ça ? Comment le vit ton personnage ?» Moi, je suis aussi un petit peu partisan de ces MJ qui vont aller parfois carrément poser la question au personnage sur ce qu'il ressent, même si à ce moment-là, le personnage ne l'exprime peut-être pas vraiment en RP. Mais d'aller le chercher, lui dire « tu ressens quoi ?» Eh bien, ça permet de partager autour de la table, de voir un petit peu plus quels sont les sentiments des personnages et où ils en sont. Parce que, ok, c'est bien beau le RP, etc., mais déjà, on n'est pas tous des acteurs. Et puis en plus, eh bien, c'est dur de garder le rôle à 100% du temps et il y a des choses très subtiles à faire passer, même dans des films. Donc, une émotion, une culpabilité qui va vous bouffer, ça va peut-être pas se voir. Donc, c'est important pour moi de sortir un peu du RP pur en disant « Bah, mon personnage, là, il le dirait pas, hein, qu'il est mal et qu'il culpabilise. Oui, mais moi, je viens de chercher en tant que MJ. Je viens de poser la question. Et pourquoi ? Bah, on va le partager autour de la table. Et comme ça, ce qui n'est pas visible, en fait, va quand même participer aux interactions entre les personnages, va quand même participer aux liens qui se nouent, à toutes ces émotions autour de la table. Ne pas hésiter, je trouve, à aller parfois chercher et demander au personnage ce qu'il ressent à l'instant T. On enchaîne sur un conseil où je ne vous dis pas de faire quelque chose, mais où je vous dis de ne pas faire quelque chose. Un maître du jeu ne devrait presque jamais dire non. Dites plutôt oui mais et expliquez les conséquences. Un non, c'est un mur. Et pour moi, un non, évidemment, il y a des exceptions, mais pour moi, un non, ça veut dire on sent les limites du monde. Un non, c'est le développeur du jeu vidéo qui dit non, ça on l'a pas prévu. Donc, on prend sur soi, on réfléchit 2 minutes à ce qu'on peut proposer. Je vais essayer de vous montrer par un exemple. Mes joueurs, à un moment, étaient des adolescents et ont voulu affronter un village entier qui, clairement, voulait les tuer. Au lieu de fuir ou de trouver, je ne sais pas, d'autres solutions, il y en a un qui me dit je reste droit dans mes bottes face à la foule, prêt à les affronter. Là, j'ai dit ok, tu veux faire ça, il n'y a pas de problème, mais tu te doutes bien que toi, adolescent de 15 ans, face à tout un village, t'as 0 chance de t'en sortir. Là, on peut, si on est un MJ qui aime bien l'épique et parfois les surprises, on peut laisser une mini-chance aux joueurs qu'on va adapter. Donc par exemple, je lui dis « Ok, il te faudrait un vin naturel pour réussir. Sinon, c'est la catastrophe. La seule manière de t'en sortir, ce sera un miracle, donc un vin naturel. » On n'a pas dit non. On n'a pas dit « Bah non, tu peux pas affronter un village en entier. » On a dit « Tu devrais pas en être capable.
Mais on ne sait pas, on est dans une histoire fantasmée, on est dans l'imagination, dans l'imaginaire. Alors ok, vas-y. Par contre, les conséquences, t'imagines bien que s'il t'attrape, t'es mort. Ça garde l'action possible, tout en respectant la logique du monde. Et on n'a pas brisé un peu l'illusion de liberté du joueur. Bon, je trouve déjà qu'on ne dit pas assez au MJ qu'il peut discuter avec ses joueurs et bien exprimer ce genre de choses. C'est-à-dire d'un seul coup mettre les choses au clair un peu HRP rapidement en leur disant ok, alors honnêtement, le trou là devant toi, il est extrêmement grand. Je pense pas qu'humainement tu puisses le franchir. Et après, libre à vous de dire bon bah on s'arrête là parce que du coup c'est vraiment zéro chance, ou de laisser cette part un peu d'épique qui peut arriver en lui disant bah ok, mais alors sur un 20 nat par exemple. Voilà, ne pas hésiter, je trouve, à discuter avec ses joueurs. On est une équipe, on travaille ensemble à l'histoire, et parfois la transparence, c'est ce qu'il y a de mieux. Par contre, si vos joueurs vont vraiment dans une direction que vous n'avez pas prévue. Donc là, je déborde un peu sur le point suivant qui était improviser et communiquer. Ça tombe très très bien. On va commencer par ce que je voulais vous dire. Il m'est arrivé que certains joueurs prennent une décision que je n'avais pas du tout anticipée, et notamment aillent dans une direction que je n'avais pas anticipée. Et bien maintenant, j'ai une technique que je mets en place à chaque campagne longue, pas nécessairement sur les mini-campagnes ou sur les OS, et je vous la livre ici. J'ai tout simplement créé un moyen de temporiser. Au début de ma campagne, peut-être autour de la 5e session, je vais m'arranger pour que mes personnages fassent des rêves semi-prémonitoires. Ça peut être mis en place de divers moyens. J'ai déjà mis en place une sorte d'auberge connue pour faire des rêves prémonitoires, car son gérant jette une poudre enchantée dans le foyer en fait de la cheminée tous les soirs et les gens viennent dormir ici pour avoir des rêves, etc. Ça peut être un PNJ que les joueurs ont aidé et donc qui, pour les remercier sans trop rien leur dire, jette une poudre enchantée dans le feu ou leur souffle au visage ou qu'en sais-je. Toujours est-il, trouver un petit moyen pour donner des rêves prémonitoires aux joueurs. Parmi ces rêves, il va y en avoir un qui va être en fait une espèce de teasing pour un événement qui pourrait se passer, mais qui n'a pas forcément de rapport avec la campagne. Pour les autres rêves, ça peut être tout à fait sympa à ce moment-là de leur faire des clins d'œil à leur personnage ou des choses qui pourraient vraiment se passer dans l'histoire. Évidemment, ça dépend des choix des joueurs, mais ça pourrait être très sympa de faire du teasing par rapport à la campagne, ça j'adore faire ça, ou alors des clins d'œil aux joueurs comme je le disais. Par exemple, on a un joueur qui a vraiment pris le melon, enfin pas un joueur mais un personnage, son personnage a vraiment pris le melon, il espère devenir quasiment une divinité, on en rigole beaucoup autour de la table. Et bien lors de ce rêve semi-prémonitoire, il s'est vu gigantesque avec une foule à ses pieds, voilà, avec un côté hyper divin, royal. Donc c'était très très drôle de renforcer cette chose-là chez lui. Mais vous devez choisir l'un des joueurs et lui, vous allez lui poser un petit peu des images très intrigantes qui n'ont aucun rapport avec lui ou l'histoire. Ceci va vous servir de teasing pour que le jour où vous vous retrouvez un petit peu pris de court par vos joueurs, ils vont dans une direction que vous n'avez absolument pas envisagée, ou alors ils ont été trop vite par rapport à ce que vous aviez préparé et vous vous retrouvez sans rien. Là, vous pouvez mettre en place ce scénario que vous avez teasé lors de ces rêves semi-prémonitoires. Je vais donc vous donner mon exemple. Je l'ai gardé sur plusieurs campagnes parce que jusque-là, je n'avais pas eu besoin de mettre en place ce scénario. Ça s'était bien déroulé, je ne m'étais pas retrouvée à court et du coup, je n'avais pas eu besoin de l'utiliser, donc je le gardais un petit peu en stock. L'histoire était très simple, la vision qu'avait le joueur. C'était un théâtre en flammes, une vieille dame un peu échevelée, une voyante en fait, qui le secouait en lui disant « Il faut les sauver, ils sont tous en train de brûler ». Le théâtre en flammes à l'arrière avec le cri de gens coincés à l'intérieur et le nom de la pièce de théâtre, Le Roi Fou. Et c'était tout. Quand j'avais besoin de déclencher, et si j'avais besoin de déclencher cette histoire pour temporiser, parce que je n'avais pas assez préparé, parce qu'ils étaient partis dans une direction que je n'avais pas envisagée, et que je me retrouvais à dire plutôt que ça, et de casser la narration, et de casser l'immersion, ou de, pour ceux que ça gêne, de montrer à vos joueurs que là, je ne sais pas trop quoi vous faire faire, eh bien pas de problème. À ce moment-là, on y pose
ce petit scénario. Sachant qu'il faut essayer de trouver quelque chose qui pourrait être mis n'importe où. Là, ça peut être aussi bien un théâtre de campagne, un théâtre dans une ville, un théâtre itinérant. Voilà, vous pouvez vraiment le placer n'importe où et c'était l'intérêt de ce scénario. Donc là, je l'ai placé. À un moment, ils étaient en ville et j'avais un petit peu besoin de temporiser. J'ai dit, voilà, tu passes et là, tu reconnais le nom. C'est marqué le roi fou. Et puis, il y a une vieille dame qui, à peine tu te retournes, qui se jette sur toi. Et hop, on déclenche ce scénario. Alors, évidemment, ce scénario, il faut un petit peu le penser, pas dans son intégralité, mais quand même, pour pas se retrouver de court si vous déclenchez ce scénario, sinon ça n'aurait vraiment pas beaucoup de sens. Mais il faut pas forcément quelque chose de compliqué. Là, mon idée, c'était, cette pièce, c'est la première de la fameuse pièce de théâtre Le Roi Fou. Et en fait, il y a le fantôme de ce roi qui n'est toujours pas reparti, qui vit ici, et qui en fait veut se venger parce que la pièce se moque allègrement de lui, et donc décide de faire des dégâts, voire à la fin met le feu au théâtre alors qu'il y a tout le monde dedans, et si les joueurs ne font rien, si personne ne fait rien, en fait tout le monde va brûler à l'intérieur. Et donc ça laisse vraiment un champ très libre aux joueurs qui peuvent s'amuser à aller perturber la pièce dessus, se faire passer pour des acteurs, essayer de raisonner les gens, essayer de réécrire la pièce, enfin qu'en sais-je, c'est infini. Mais vous voyez, il ne faut pas forcément que ce soit un scénario hyper complexe, c'est une petite interlude que l'on peut mettre quelque part qui va quand même être capable de prendre une demi-session facile pour au cas où vos joueurs vraiment prennent une décision qui vous bloque, que ce soit en début de session et que vous vous retrouvez à vous dire merde, on a encore 3 heures à tenir, je sais pas du tout où je vais, là vous calez votre petite interlude et cerise sur le gâteau, comme vous l'avez teasé il y a déjà quelques sessions, les joueurs vont se dire oh c'est incroyable, c'était prévu depuis le début, et bim. Ça, c'est mon petit tips à moi, mon petit secret pour temporiser, en fait. Ça me permet d'avoir toujours un atout dans ma manche et d'être sûre de ne jamais être prise de court. Je peux temporiser avec ce scénario-là. Alors là, je l'ai utilisé dans cette campagne, mais ça m'est arrivé dans d'autres campagnes d'avoir fait des rêves lucides avec ce genre de scénario et en fait de ne les avoir jamais utilisés parce que j'en ai pas eu besoin ou l'occasion s'est pas présentée. Mais ça peut toujours être utile. Donc encore une fois, ça peut rentrer dans le conseil qui est donc improviser et communiquer. Donc ne dites pas non par peur de ne pas savoir quoi faire. Il y a des moyens de soit demander une pause pour réfléchir. Alors, on peut tout à fait dire, écoutez, là j'ai pas trop préparé. Moi je propose qu'on prenne un quart d'heure de pause et puis vous revenez et moi je vais avoir le temps de réfléchir. Ou alors vous temporisez avec ce genre un petit peu d'astuce. Et surtout communiquer. Un communiquer pour ce genre de choses, mais communiquer pour tout le reste. Si quelque chose ne fonctionne pas à la table, il faut en parler entre MJ et joueurs. La communication, c'est l'outil numéro 1. Ensuite, un conseil qui va peut-être vous sembler basique, mais je trouve extrêmement important et que parfois on oublie. Aimez vos joueurs et leurs personnages. Prenez du plaisir à créer des aventures pour eux. Si vous vous amusez, ils le sentiront et s'amuseront aussi, car votre enthousiasme est contagieux. Et puis le côté être fan de ces personnages, c'est important parce que c'est comme ça qu'on a envie de créer le meilleur pour eux, qu'on a envie de les challenger et qu'on a envie de les mettre en avant. Vous n'êtes pas leurs ennemis, vous devez être leur fan numéro 1. Et enfin, dernier conseil pour moi aujourd'hui, alors cette liste n'est absolument pas exhaustive, mais c'est ce que j'avais en tête là. Expérimentez, évoluez et vous trompez. C'est mon dernier conseil, peut-être le plus important. Osez expérimenter. Testez de nouvelles idées, changez de style, jouez avec les règles, essayez un nouveau système. Alors oui, vous allez parfois vous tromper, je veux dire, ça m'arrive tout le temps. Avoir une scène qui tombe à plat, une idée qui prend pas, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est pas grave. Chaque partie, c'est une occasion d'apprendre et de vous améliorer. Être maître du jeu, c'est un voyage. Plus vous testez, plus vous trouvez votre style et plus vos parties deviennent uniques et mémorables. Donc expérimentez, osez vous tromper. C'est ce qui est intéressant. Tout le monde peut être maître du jeu, mais je pense qu'un bon maître du jeu, c'est celui qui va toujours chercher à progresser. C'est pas une obligation. Il y en a qui vont juste faire du jeu de rôle parce que c'est du beer and bretzel. Voilà, on fait une petite partie légère autour d'un apéritif en mangeant des biscuits. Et puis c'est l'occasion juste de déconner entre potes. Et puis, il y en a pour qui
Le jeu de rôle, c'est une activité qui a plus de place et qui ont des choses à dire, qui ont envie de raconter des choses. Et ça, eh bien, du coup, il ne faut pas hésiter à continuer à apprendre, à se tromper, à tester des choses. Là, notamment, je pense, la dernière expérience que j'ai faite, j'ai créé un scénario de 2 à 3 heures qui est un scénario immersif, uniquement en roleplay. Il n'y a pas de système de jeu. C'est intéressant, d'ailleurs. Ça laisse évidemment beaucoup de place à la narration. Ça laisse un rôle d'arbitre uniquement au maître du jeu. Il y a des limites, on pourrait en parler au niveau du système parce que ça va pas du tout émuler la même chose. Il va y avoir beaucoup plus de contrôle sur la narration, ça va être aussi beaucoup plus réaliste, et en fait j'ai l'impression que ça peut permettre des choses beaucoup plus dramatiques. Mais ça aurait pu être un échec, c'est-à-dire que quand je l'ai lancé, j'ai prévenu mes joueurs en disant « Alors là je teste un truc, je l'ai jamais fait, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je suis très contente de l'avoir fait. » Parce que peut-être, dans mes grandes campagnes, peut-être dans d'autres parties, j'oserais mettre des moments sans dés, sans système, parce que ça peut apporter quelque chose. Et voilà, on a un outil de plus dans sa trousse de MJ. Voilà, on a fait le tour un peu de ces conseils pour, selon moi, être un meilleur MJ. Retenez surtout une chose, il n'y a pas de recette magique, l'important c'est d'écouter vos joueurs, vos envies, de créer des moments qui vous font kiffer tous et de ne jamais avoir peur de tester de nouvelles choses. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et dites-moi un petit peu en commentaire quels sont vos piliers de MJ, qu'est-ce qui marche pour votre table. J'adorerais pouvoir échanger avec vous et lire vos anecdotes. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai créé un Discord en rôle libre. Je mets le lien dans la description et j'espère vous y revoir très vite. Merci de m'avoir écouté. C'était Chablabla pour En rôle libre. Et souvenez-vous, la meilleure façon de jouer, c'est celle qui vous rend heureux.